Bonsoir tout le monde, salut Médoc. Et Thierry. Bienvenue dans Classique du Plus avec une émission tout en contraste. On va avoir des titres des vieux jeux, donc refaits à neuf, façon 18+. On aura également des annonces, de nouvelles annonces. Il y a 15 jours c'était Sleeping Dogs, donc un titre Square Enix. Ouais. Tu étais parti le voir à Hong Kong. Là c'est carrément un développeur qui est venu à nous pour nous présenter ce jeu, un jeu très attendu. On s'en doutait qu'il allait sortir, mais ça reste quand même une nouveauté, une grosse news. Et on va voir ça tout de suite avec le sommaire. On commence justement ce classé 18+ avec Assassin's Creed 3, on va vous en parler dans les détails. On enchaîne avec le reportage consacré à Ninja Gaiden 3. Suivi de la critique de Warp. Suivi d'un 3 minutes pas plus sur Motorstorm Mercé. Ensuite, on aura un RAM donc préparé par Serpirou sur Syndicate, alors qu'on vous a déjà diffusé, mais vous allez voir pourquoi on vous rediffuse. Tout simplement parce que juste après la fin de l'émission, on aura la critique du tout nouveau Syndicate. Et bien tout de suite, les news. You can picture happy gatherings. Après 4 ans de développement dans le plus grand secret et depuis son annonce fracassante en août 2010, BioShock Infinite n'a cessé de faire parler de lui pour s'imposer comme l'un des titres les plus attendus du moment. Think of Sauf que, jusqu'à quelques jours, cette attente était virtuelle, puisque le studio Irrational Games et l'éditeur 2K Games n'avaient communiqué aucune date de sortie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. BioShock Infinite sortira bel et bien cette année, soit pile poil 100 ans après les événements se déroulant dans le jeu, situé en 1912. Pour être encore plus précis, c'est le 19 octobre 2012 qu'il traversera l'Atlantique, 3 jours après sa disponibilité aux États-Unis. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. Is a better home awaiting in the sky, in the sky. Histoire d'enchaîner les bonnes nouvelles, voici le premier trailer consacré au prochain jeu du studio Arkido, Ellie, Wrath of a Dead Rabbit. Prévu courant 2012, sans plus de précision, et édité par Sega, cette production française met en scène un lapin mort-vivant, Ash, prince des ténèbres, bien décidé à se venger de l'infâme Fat Rabbit. Ce bâtard a en effet posté sur Elternet des photos compromettantes. Du coup, il sort le shotgun, saute sur sa scie sauteuse et part faire un massacre en enfer. A priori équipé d'une foreuse et d'autres armes personnalisables, il ira embrocher des monstres étrangement kawaii, portant la patte graphique du directeur artistique Aurélien Regard, dont on a déjà pu apprécier le travail sur des titres tels que Arkido Series Jump ou Big Bang Mini. Deux jeux excellentissimes qui laissent présager d'un très grand jeu téléchargeable sur Xbox Live Arcade, PC et Sony Entertainment Network. Si vous suivez attentivement nos lives, vous avez déjà eu l'occasion de voir nos reportages, critiques et autres extra live consacrés au studio Arkido et à ses jeux, et vous savez donc tout le bien que l'on pense de ces derniers. Comptez sur nous pour vous reparler du jeu très vite, que ce soit dans Classé 18+, ou 101%, Ellie, possédant pour le moment un PEGI 16+ provisoire. I had hoped that you might have escaped Hong Kong. Après notre reportage réalisé à Hong Kong, diffusé lors du précédent Classé 18+, voici une bande-annonce se focalisant sur l'histoire de Sleeping Dogs, un jeu d'action open world fortement influencé par les action movies HK. On pense ainsi à Infernal Affairs, aux œuvres les plus personnelles de Johnny To, mais aussi au film de Jackie Chan, Sleeping Dogs, mêlant combat au corps à corps et gunfight. That is exactly what we want people to think. Fuck, they finally deport your ass from the United States? It was mutual. Time I came home anyway. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. So, you fearless? That's just crazy. Try capable. To bring down the Sun On Yi, we have to take down the people who support them. We want the Red Poles, the lieutenants, and most of all, the Dragonhead. Feels like the game has changed. Yeah. Well, this is the life we chose. There's a civil war brewing in Sun On Yi. Used to be a brotherhood. It was a code. You know what happens to rats, Wade? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested?
That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion, used to be more common. Sir Alistair, it is a joy to meet you again. Après Puisseg, c'est au tour de Castelbois, alias Castlewood en VO, de se dévoiler dans un nouveau trailer dédié à l'adaptation sous la forme d'un RPG de l'œuvre de George Martin. Castelbois abrite la maison Arlton, banneret des Tully, soit la famille de Catelyn Stark, épouse de Ned Stark et mère des enfants aux loups-garous. Pour le background, le seigneur de Castelbois était du côté des Targaryens avant que Robert Baratheon ne s'empare du trône de fer avec l'aide de Ned Stark. Il fut donc exécuté pour trahison et c'est son frère, Harwood Arlton, qui prit sa succession en jurant fidélité au roi Robert. Pour rappel, les deux héros du jeu sont morts, de la garde de nuit, et Alester, le prêtre rouge, ce dernier étant de la famille Arlton. Du coup, Castelbois sera une ville où vous pourrez trouver refuge. Dans la catégorie périphérique de jeux massifs, le premier Steel Battalion avait battu tous les records en 2003 avec son double joystick pesant plus de 3 kg. Cette immense manette, reproduisant les commandes d'un mecha, était totalement novatrice, en plus de permettre une immersion assez poussée. Elle n'avait cependant pas suffi à attirer les faveurs du grand public, la faute, entre autres, à son prix prohibitif. Capcom ne semble pas pour autant découragé par cet échec. 8 ans après Line of Contact, l'éditeur japonais travaille sur un troisième volet qui utilisera cette fois-ci Kinect en guise de manette. Une date de sortie vient d'ailleurs de nous être communiquée, Steel Battalion Heavy Armor sera disponible dès le 22 juin, ce qui veut dire que vous pourrez commander des mechas à la voix et au geste dès le début de l'été prochain. Our invaded country. Our comrades. Our families. And although we might think we're carrying these things, the truth is, they are carrying us. On vous en avait parlé à l'issue du dernier E3, le prochain Ghost Recon Online sera un free-to-play. Prévu pour le courant de cette année, il gardera l'aspect tactique typique de la série, mais l'exploitera d'une façon bien différente. Entre le FPS et le TPS, Ghost Recon Online proposera des matchs par équipe, durant lesquels la coopération sera de mise, avec des classes aux fonctions et utilités différentes et des personnages à faire évoluer. Le dernier trailer en date présente l'éclaireur, une classe qui a la particularité de pouvoir marquer ses ennemis et de se rendre furtive façon Predator. For eliminating threats at a distance, sniper rifles are deadly and accurate. For more immediate dangers, submachine guns can make short work of your enemies. To perform your duties as a recon soldier, stealth is essential. Recons are tasked with informing teammates of enemy positions and controlling favorable ground on the battlefield. To ensure these goals are achieved, recons are equipped with one of two highly advanced technologies. With the Oracle Digital Interrogation Technology, recons can scan the battlefield for enemies and highlight their location for their teammates, even if their enemies are hidden behind buildings. As you advance, your Oracle becomes more powerful, allowing you to increase scan range and the amount of time your enemies remain highlighted. Active camouflage technology renders recons almost completely invisible, allowing them to move in battle undetected as they flank or outmaneuver their enemies. As you level up, so does your technology. Soon you'll be able to stay cloaked for longer. Recons can choose between two team abilities that provide invaluable information on enemy positions to you and your team. Gunfire Triangulation provides you with an extraordinary tactical advantage, letting you see the origin of enemy gunfire and relaying that information back to your team. Alternatively, with movement detection, recons can locate and share the position of fast-moving enemies, those hidden behind walls and even around corners, giving you a leg up on any and all enemies. With strategic and skillful deployment, Recon Soldier gives the enemy nowhere to hide.
Avec son scénario mal écrit et son gameplay rébarbatif au possible, le tout récent Never Dead n'a pas obtenu les faveurs de la rédaction. En revanche, si les aventures du chasseur de démons immortel vous ont séduit, sachez qu'un deuxième DLC est déjà disponible sur Xbox et PS3. Téléchargeable contre environ 4 €, ce contenu permet d'incarner Sullivan, le chef de l'agence anti-démon, en plus d'ajouter 2 tenues à Bryce et de réaliser 3 défis sous la forme d'une chasse à l'œuf dans les égouts, d'une course et d'une sorte de mode survie contre des démons. Après 2 années d'absence, 2012 marquera le retour de Medal of Honor avec l'arrivée d'un tout nouvel épisode dont voici le premier trailer. Medal of Honor Warfighter permettra d'incarner des soldats du Tier 1, une élite chargée de combattre le terrorisme mondial, déjà évoqué dans le précédent volet. Le jeu utilisera aussi Frostbite 2, le même moteur graphique que le dernier Battlefield, ce qui ouvre le champ à quelques interactions originales avec le décor. Sorti le 2 février dernier et critiqué dans un précédent classé 18+, la compilation Metal Gear Solid HD Collection verra également le jour sur la PS Vita cet été. Cette version comportera MGS2 et 3 et devra utiliser les fonctionnalités tactiles ainsi que les 2 sticks de la portable Sony, sans oublier la possibilité de partager certaines données avec la PS3. Voici quelques images de la superbe démo technique Kara révélée par David Cage lors de la GDC 2012. Pour rappel, le fondateur du studio Quantic Dream avait déjà présenté une démo technique nommée The Casting qui permettait de voir le travail réalisé sur la modélisation et le rendu des émotions sur un personnage virtuel. Travail qui avait finalement abouti à l'expérience Heavy Rain. Ces images, utilisant la performance capture et un nouveau moteur graphique, donnent ainsi une idée de la qualité du rendu que l'on peut attendre de la prochaine production Quantic. Même si une nouvelle fois il ne s'agit que d'une démo technique et non d'une cinématique de leur prochain titre. Ceci dit, le contexte très Ghost in the Shell de cette démo fait carrément envie. I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. Après ces petites news, la grosse annonce, on en parlait en début d'émission, donc c'est Assassin 3. Ouais. Donc évidemment, c'est pas une grosse surprise puisque Assassin c'est la grosse licence d'Ubisoft avec Just Dance. Donc du coup, ils nous en sortent un petit peu un tous les ans. Sauf que celui-là, ça fait pas mal de temps qu'il est en développement. Bon, on va voir ça. Mais surtout, on va aborder tout de suite le contexte. Alors toi déjà, Médoc, est-ce que tu peux faire le point sur les rumeurs parce qu'il y en avait pas mal qui tournaient sur le jeu. Alors, déjà, on avait entendu parler de la Révolution française, il me semble. Tout à fait, ouais. Et donc du coup, on était un petit peu enthousiastes. Donc on n'était pas non plus super déçus d'apprendre que
ça se passe pendant la guerre d'indépendance là. Mais effectivement, on aurait bien aimé Révolution. Ça aurait pu donner quelque chose de sympa. Voilà pour les rumeurs. D'un autre côté, il y avait, en fait, on a assisté à une petite présentation, c'est-à-dire qu'un développeur qu'on va écouter là bientôt, donc qui est le producteur associé du jeu, qui est venu de Montréal pour nous présenter genre un petit peu Assassin 3. Et en fait, des questions lui ont été posées, et la question de genre et la Révolution française, est-ce que machin. A priori, il était un petit peu gêné, donc ce qui laisse supposer que peut-être ça pourrait être le contexte de Assassin 3.5 ou un truc comme ça. Mais là, tout de suite, c'est la Révolution américaine sur celui-là, et ça se passe sur une période de 30 ans. Ouais, alors c'est ça qui est un petit peu crazy, mais en même temps, je veux dire, dans le dernier Assassin Revelations, là, on voyait un Ezio assez vieux, mais qui était encore complètement incapable de crever la bouche à tout le monde. Donc, voir le personnage, ce même personnage sur 30 ans, ouais, pourquoi pas, encore plus si on commence à l'incarner alors qu'il est super jeune. Voilà, alors qu'il est super jeune, et donc ça commence avant la Révolution américaine, ensuite ce sera pendant, et ça se terminera après, donc d'où la période de 30 ans. Mais tout de suite, on va plutôt écouter le développeur qui va nous présenter le héros qui s'appelle Connor. On avait dit que pour Assassin 3, on présenterait un nouvel héros, et bien c'est le temps, donc un nouvel assassin qui se nomme Connor, qui est de moitié de descendance Mohawk, donc amérindienne, et moitié britannique. Donc ça va lui donner un cachet intéressant dans la mesure où il ne sera pas nécessairement impliqué immédiatement dans la Révolution américaine, donc on va commencer un peu neutre, jusqu'à ce qu'il voit son village natal détruit par les forces britanniques. Donc va vouloir être poussé à agir empreint d'un profond sentiment de justice, va chercher vraiment à rétablir les choses. Mais sa tribu ne veut rester neutre, veut pas se mêler à ça, va dire va joindre les assassins, eux sont similaires, ont des visées similaires à toi, donc va finir par devenir un assassin et participer à la Révolution américaine et cette fantaisie de créer un nouveau pays. Donc voilà, on va quand même le noter pendant que vous regardiez en fait la petite interview. Donc il y a Jonathan qui, pour une fois, en a sorti une bonne. Ouais. Donc c'est vrai que la question qu'on se pose tout de suite, c'est genre un assassin pendant la Révolution américaine, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Quand est-ce qu'ils sont arrivés aux États-Unis? On a posé la question en fait aux développeurs, et les développeurs nous ont expliqué que tout simplement ils étaient arrivés avec Christophe Colomb, et donc du coup c'était sans doute le seul mec avec une capuche sur le bateau. Voilà, qui était là, qui était dans les cales, qui était comme ça, genre non mais faites pas gaffe à moi. Je vais visiter les nouveaux continents. En tout cas, on sent qu'ils ont quand même potassé un petit peu leur sujet, donc ils ont su expliquer la raison. Mais maintenant, on va écouter le développeur pour une seconde et dernière fois, avant évidemment de voir les images du jeu, puisqu'on les a mis de côté pour la fin. Et là, on va voir un petit peu les environnements proposés par cet Assassin 3. En termes de villes, parce qu'il y a toujours des villes chez Assassin's Creed, les joueurs ont l'occasion d'explorer Boston et New York, qui vont être entièrement jouables open world. Et aussi, c'est difficile de parler de l'Amérique sans parler des grandes forêts, des grands lacs. Donc, il y aura une carte de forêt complètement jouable avec des missions. Donc, si on pense au Kingdom dans Assassin 1, qui était plus un hub, là, on parle d'une carte qu'on a traitée de la même façon qu'une ville. Donc, on dit que la forêt est pratiquement notre troisième ville. C'est un monde en 3 dimensions, donc avec des arbres et des rochers qui sont complètement escaladables, qui vont donner des nouvelles opportunités de jeu aux joueurs qui risquent d'être fort intéressantes. Déjà, on remercie Julien Laferrière d'avoir fait le petit voyage quand même jusqu'à Paris pour nous présenter le jeu. Et donc, on va vous donner quelques petites infos supplémentaires qui ont quand même filtré pendant la présentation. Donc, l'une d'elles, déjà, c'est le temps de développement. Donc le temps de développement est assez important, ça fait 2 ans et demi qu'ils bossent dessus. Donc le jeu a été débuté en fait juste après la sortie d'Assassin 2. Et donc à ce moment-là, ils ont commencé à taffer, à modifier le moteur de manière justement à intégrer les nouvelles possibilités liées à l'environnement forêt, qui est une des grosses nouveautés. La forêt qui permettra de chasser par exemple. Donc, mais également, il y a aussi la possibilité d'utiliser 2 armes. Donc ça, il y avait déjà dans les précédents jeux. Mais le personnage cette fois-ci est ambidextre, donc il pourra changer d'arme genre en cours de partie, donc avoir un tomahawk dans une main, un couteau dans l'autre par exemple, ou alors un gun, genre parce que c'est les premiers guns apparaissaient à cette époque-là. Et puis on a également, il y a des petites rumeurs, mais on ne peut pas tout vous dire, mais a priori, donc évidemment ce ne seront pas les seules armes, il y en aurait d'autres. Alors clairement, oui, clairement, mais on n'a pas le droit de vous raconter ça. Bon, désolé, on sait, mais on n'a pas le droit. Et alors moi, ce que je trouve intéressant justement avec ce changement d'environnement, c'est que ça aurait pu être sujet à crainte en fait, parce qu'on se dit Assassin's Creed, normalement on est là, je dis on grimpe sur des bâtiments, c'est ça ça fait que c'est une partie du gameplay du jeu, tu vois, de la franchise.
Et puis là, tac, on te met dans une forêt, tu serais peut-être, t'aurais envie de te dire, bah non merde, où elle est la grappe? Et visiblement, ils ont fait ça bien avec les arbres, avec les petites, des rochers, avec des montagnes et tout. Et on se rend compte que cet environnement de forêt, mais il se prête complètement aux petites actions agiles du personnage. Et ça fait plaisir. Et moi, je me pose des questions aussi, parce que bon, il y a un truc qui n'a pas été annoncé. Donc évidemment, là, c'est vraiment une première annonce. Donc on a eu quelques infos, le contexte, le nom du personnage, le maniement de certaines armes, bah, le nouvel environnement, donc qui est la forêt, le côté chasse, etc. Mais aucune info sur la partie multi. Par contre, ce qu'on peut évidemment, on peut vous dire déjà qu'il y aura du multi. Le multi est développé par les studios d'Annecy et Ubisoft. Et donc moi je me disais, genre avec le multi, ce serait sympa par exemple de pouvoir incarner un ours. Toi t'es un ours dans la forêt. Et tous les autres c'est des assassins. Et ce serait pas mal d'avoir un ours, tu vois, qui est capable de planter un petit peu, genre avec les petits chlasses à l'assassin. Tu t'es cru dans Tekken en fait. T'as cru que c'est mettre Kuma qui fait des droites d'ours. Ouais, ça serait marrant en tout cas. Ouais. Bon. On a suffisamment parlé du jeu, maintenant on va voir le premier trailer qui a été diffusé là il y a très peu de temps. Donc regardez le trailer et puis juste après on en reparle. approche à grands pas. Nous saurons bientôt si les Américains seront des hommes libres ou des esclaves. Seule une résistance intrépide nous sauvera des griffes cruelles et implacables de cet ennemi qui cherche à nous soumettre. Nous devons donc nous résoudre à vaincre ou à mourir. Bon alors. Ouais, bah ouais, alors. Ouais. Vous en pensez quoi, vous? Et toi, t'en penses quoi? Bah le trailer, bah, moi j'ai presque envie de dire, Ubi, ils nous ont quand même habitués à des trailers un petit peu plus crazy. Là, on voit les images, ok, d'accord, ça fait plaisir. On voit, comment il s'appelle Connor. Connor, parce qu'il a aussi un nom en indien, ouais, piégé, je sais pas quoi. Et conneries comme ça, on le voit mettre des coups de tomahawk et tout, ça fait plaisir. Mais on s'est quand même habitué avec les assassins à des trailers juste qui t'explosent la gueule. Eh ben là, ma gueule, elle était pas complètement explosée. Voilà, moi, je suis d'accord, moi aussi, c'est vrai que le premier ressenti est là, genre ouais, le contexte est cool, la forêt ça a l'air super beau, le personnage, au final on n'en voit pas grand chose, donc ce serait intéressant de le voir un petit peu évoluer lorsqu'il est plus jeune, etc. Donc ça, ce sera pour plus tard, donc évidemment, la com sur ce type de jeu, c'est quelque chose qui est vachement étalé sur le temps, donc là c'est vraiment une sorte d'amuse-gueule, quoi, c'est un apéritif, et on va en voir beaucoup plus dans les mois qui viennent, et particulièrement je pense à l'E3, évidemment. L'essentiel de la conférence Ubisoft sera consacré à ce titre-là. Donc, mais c'est vrai que pour l'instant, les premières impressions sont mitigées. On aurait presque préféré voir un trailer en image de synthèse, comme ils avaient fait pour le Revelations, avec le trailer qui déchirait, donc avec sur la musique de Woodkid, Iron, qui était juste magnifique et qui a d'ailleurs été reprise récemment pour une pub télé pour des voitures. Donc mais c'est vrai que la musique elle marche du tonnerre. Elle fonctionne bien. Bon, après Assassin, on va passer à un autre tueur, celui-ci plutôt ninja. Il s'agit de Ninja Gaiden 3. Donc on a rencontré un développeur et il va nous parler un petit peu du jeu. Super, plutôt ninja. Plutôt ninja, a priori. Disponible d'ici quelques semaines en France, Ninja Gaiden 3 nous a été présenté par le leader de la Team Ninja en personne, Hayashi Yosuke. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur ce troisième épisode qui se pointe bien évidemment avec de nouvelles features dans le game system, mais aussi une nouvelle manière de percevoir Hayabusa, le héros de l'histoire. 今回ジャパニーズアークヒーローっていうテーマにしたのは彼自身が今まですごくその自分の意志っていうものを全然見せないで人をこう敵を倒していくアクションゲームでしたけどよりその
多くの皆さんに彼にやっぱり感情移入したアクションゲームにしたいと思って、今回は彼自身が敵を倒すんじゃなくて人を殺すんだということの表現を突き詰めることで、彼がそこに対して、報いとして苦しみ悩み、それをプレイヤーの皆さんと一緒に体感する、そういうよりその大人に向けたエンターテインメントとしてこの忍者ガイデン3を仕上げようというふうに思って、そういうコンセプトにしました。Si à première vue ce Ninja Gaiden semble proposer une expérience à peu près similaire au précédent, quelques changements d'envergure ont tout de même été effectués, comme la disparition des démembrements par exemple. 今回はですね、その人を殺すということに対してフォーカスをしていきたかったですね。で、欠損をするっていうことは、その人自体がその瞬間にすごくなんていうんだろうな、人じゃなくて物に見えてしまうし、そこに対してすごくスプラッターな表現になってしまうので、人を殺すっていうことに対して逆に見た目的なすごくファンな要素になっちゃう。じゃなくて、人を殺すっていうことに対して何かもっとなんだろうな、ファンじゃなくてよりシリアスに向き合うには、やっぱりそういう見た目の表現じゃなくて、刀を通じて人を切ってるんだっていうことを感じる、よりなんだろうな、手の気持ちよさじゃないところに我々はこのゲームとしてのバイオレンスを届けるべきだと思って、そういう決断をしてます。ただバイオレンスっていう単語を一言とっても、単純にゴアなバイオレンスを目指してるんじゃなくて、心に響くバイオレンスにしてるんで、プレイした時にすごくバイオレンスは感じるゲームになってると思います。La série des Ninja Gaiden est reconnue pour sa difficulté extrêmement corsée, une difficulté qui en a très certainement découragé plus d'un et qui a donc poussé les développeurs à réfléchir à la question. 忍者ガイデンって歴史があって、すごくもうそれを全部クリアしてくれたすごくスキルの高いプレイヤーの方と、今回初めて触る方、また今までやったんだけど実はクリアできない方っていうのも実はものすごいいっぱいいるんですよ。そういう人にとって、みんなにとってこの忍者ガイデン3っていうのを楽しんでもらいたいと思ったので、我々は今回、先ほど説明したプレイスタイルといいまして、ヒーローというプレイスタイルであれば、今までやってこなかった人、クリアできなかった人もこちらがサポートしますからしっかりクリアできるし、プレイスタイルの忍者というもので、特にノーマル、ハードとそちらいろいろ分かれてますから、分かれてるハードなんかを選んでもらうと、今までの忍者ガイデンのエクスペリエンスですごくスキルを持った人ももう一回チャレンジングな体験ができる。今までこれぐらいの幅だったものをこうやって広げて、今回は皆さんを待ち受けているという、そういうふうにお考えください。Mais la feature qui nous a vraiment étonné est sans aucun doute ce mode multijoueur online qui, a priori, ne se prêtait pas forcément à ce type de jeu. Pourtant, ici, il semble avoir sa place. 今回のオンラインっていうのは、先ほど言った竜はやぶさっていうのは忍者の中の頂点の忍者ですけども、今回アバターとして皆さんが1階の一番下の忍者としてキャラクターをクリエイトしてミッション、コープでミッションだったり、お互いのチームバトルを行います。それでレベルを上げてよりスキルを得てっていうような、すごい繰り返し遊べるものにします。チームデスマッチに関しては、我々クランバトルと呼んでるんですけど、忍者ですから密命が来てゲームの中身がどんどんリアルタイムに変わっていくというような新しいチームバトルを提供してます。今回は一つの場に皆さんを集めて、皆さん誰が一番強いのかっていうのを競い合ってもらいたいので、ルールをいっぱい用意したんではなくて、一つの場でルールがリアルタイムに変わるっていうような体験をぜひしてもらいたい。オンラインフューチャーを対応するっていうことが、何かなんだろうな、今までオンラインフューチャーに対応してないものがオンラインに対応するっていうのが、すごく安易に対応したものっていうのがちょっと今までよく出てて、意味ない、誰も遊ばないオンラインモードが入ってるっていうことがあって、それがすごくネガティブな、今のタイミングでオンラインに対応してるっていうと、すごくまず一旦ネガティブに誰も遊ばないよっていうふうに言うと思うんですけど、我々は皆さん考えてもらいたいのは、操作性の遊びでオンライン遊べるんだよっていうことをシンプルに捉えてもらえたら、それはものすごく夢の広がることだと思うし、我々もそれに可能性があると思って掛けたんでオンラインに対応したんですよ。で、現に今スタッフは実はオンラインがすごく楽しくて、みんなスタッフでそれをいつも休み時間とか遊んでるんですよ。それが今の我々の目指した忍者ガイデン3のオンラインになってるんで、皆さんの心配というか、それはもちろん分かります。私も買ってオンラインモード遊んでないタイトルが山のようにあるから。だけど忍者ガイデン3はそうはなってないよ。だからぜひもう安心してぜひ飛び込んでみてほしいというふうに思います。
On espère maintenant que le jeu arrivera à nous convaincre avec ses nouvelles features plutôt risquées et on se donne rendez-vous dans un prochain Classic 18+ pour la critique complète de ce Ninja Gaiden 3. Open your eyes, Ryu Hayabusa. Alors donc super cool, hein. T'as pu voir le mec de la Team Ninja et tout. Ce qui m'intrigue vraiment dans ce Ninja Gaiden 3, c'est la partie multi. Moi je trouve ça un petit peu crazy comme idée. Pour ce type de jeu là, faire un truc multi, ouais, je suis super curieux, j'ai envie de voir ça. On a pu voir des images, vous avez pu voir des images, des trailers multi à droite à gauche, et du coup ça me donne envie de voir ce que ça peut donner des ninjas en multi. Peut-être je vais me faire une team, la team Konoha, ou une connerie comme ça, je sais pas. Ça pourrait être sympa. Bon, juste maintenant, on va passer à autre chose, là, avec un autre titre. C'est un titre qui est sorti dans le cadre de la House Party. Donc la House Party, c'est un événement type Summer of Arcade, mais plutôt pour le printemps, donc sur le Xbox Live Arcade. Et le jeu s'appelle Warp, donc, où on dirige un petit extraterrestre qui ressemble vachement, on verra ça dans la critique, à un lapin crétin. Donc on peut se dire, mais merde, qu'est-ce que ça fout dans 18+, quoi, un jeu comme ça. Un jeu d'infiltration avec un perso tout mignon. Vous allez vite comprendre en voyant la critique. Le studio de développement indé Trapdoor a fait parler de lui en mars 2011 pour une raison. Il copubliera le très attendu FaZe avec Polytron, un autre développeur canadien. Annoncé depuis maintenant 5 ans, FaZe est une création de Phil Fish, cofondateur de Polytron, et on attend toujours une date de sortie précise pour ce dernier, qui a été récemment retenu parmi les finalistes du prochain Independent Games Festival 2012 dans 2 catégories majeures. Mais revenons à Trapdoor. Fondé en 2008, ce studio a signé un accord de distribution en 2010 avec Electronic Arts pour sortir Warp, un jeu d'infiltration action gore. Un titre aujourd'hui disponible sur le Xbox Live Arcade, sorti le 15 février dernier dans le cadre de la House Party 2012. Mais si vous possédez un PC ou une PS3, rassurez-vous, Warp sortira également en téléchargement sur le SEN, le Sony Entertainment Network et PC le 13 mars prochain. It's here. I need backup. We're starting basic testing, but the subject doesn't seem to have fully recovered from our earlier experiments. Will you stay to observe? You handle it from here. Let me know if you learn anything interesting. Dans Warp, on contrôle un petit extraterrestre appelé Zero. Récupéré sur le lieu où son vaisseau s'est crashé, il est embarqué par des scientifiques dans un complexe sous-marin sous haute protection. Et là, il se fait gentiment torturer pour la grande cause de la science, avec un S majuscule. On lui enlève ainsi une espèce de disque lors d'une douloureuse opération. Évidemment, dès que l'opportunité se présente, il s'échappe, aidé par un autre cobaye extraterrestre avec qui il communique par télépathie et qui l'abreuve de conseils dans sa quête de liberté. Son évasion débute à l'issue d'une série de tests, au moment où il récupère son mystérieux disque et du même coup, le pouvoir de se téléporter. Voilà pour l'histoire. Celle-ci sera développée au fil de votre progression via de sympathiques petites cinématiques in-game qui permettront de constater une chose, Zero ressemble quand même étrangement à un lapin crétin. Non? Regardez un peu. Le design de la bouille et la façon dont ressortent les yeux, ce petit air de fouine. Zero peut donc se téléporter, et c'est autour de cette capacité unique que les développeurs ont créé le level design ainsi que l'ensemble des mécaniques de jeu, d'où le titre Warp. Mais Zero ne peut pas se téléporter sur de longues distances, sinon il sortirait direct du complexe et le jeu se terminerait sitôt le tutoriel bouclé. Non, il ne peut se téléporter qu'à de très courtes distances, là où se situe le point lumineux qui accompagne le moindre de ses déplacements, ce qui lui permet de passer de l'autre côté d'un mur ou d'une porte. Plus fort encore, cette téléportation peut être effectuée à l'intérieur de bidons, voire carrément à l'intérieur d'un corps. À partir de là, il suffit d'agiter le stick analogique gauche pour gonfler l'hôte et le faire imploser. Ce qui s'avère vite indispensable. Esprit de revanche mis à part, les gardes ne tardant pas à pulluler après la mise en alerte du complexe.
Et là, une seule balle suffit pour que notre petit extraterrestre tombe pour ne plus se relever. Petit à petit, les pouvoirs de Zero se développeront. Il pourra alors créer un écho de lui-même dans la limite du cercle lumineux apparaissant autour de lui, afin de détourner l'attention des gardes, voire carrément échanger sa place avec cet écho via le swap. Enfin, il peut se téléporter à l'intérieur d'un objet pour ensuite le propulser à travers les airs pour réaliser un launch. À ces pouvoirs s'ajoutent des upgrades que le joueur pourra acquérir dans des stations spéciales qui lui permettront d'améliorer l'ensemble de ses pouvoirs, comme le fait de pouvoir se téléporter en silence ou de se déplacer plus vite. Chaque upgrade demande un certain nombre de grubs, des espèces de pudding gélatineux souvent bien planqués dans les niveaux, le jeu en comportant 66 au total. Warp est avant tout un jeu d'exploration-infiltration. Très vite, les gardes pulluleront, ces derniers réagissant au bruit et n'hésitant pas à abattre leurs collègues s'ils sont possédés par Zero. Il faudra donc faire vite et apprendre à se téléporter à la vitesse de l'éclair. Il existe pour cela des astuces. Le fait de se téléporter de bidon en bidon permet ainsi de se déplacer plus vite qu'en marchant. Il est également possible de faire en sorte que les gardes s'éliminent entre eux, en switchant rapidement d'un corps à l'autre, sachant qu'un garde que l'on a possédé restera groggy 2 petites secondes. Des niveaux challenge, accessibles via le menu principal, permettront de se familiariser avec les techniques du jeu, leur maîtrise étant indispensable pour en venir à bout. Débloqués dans le mode histoire, ces derniers proposent un défi particulier qu'il faudra relever dans le temps imparti pour gagner un grub d'or ou d'argent, celui de bronze s'obtenant simplement en finissant le niveau. Ce qui ne sera pas forcément facile. Les niveaux challenge présentés sous la forme de zones d'entraînement virtuelles portent en effet bien leur nom. Aux gardes, tourelles et autres pièges mortels inhérents aux environnements s'ajoute le point faible de Zero, l'eau. S'il entre en contact avec une flaque d'eau, il perd automatiquement ses pouvoirs et ne peut donc plus se téléporter. Un avantage dont les services de sécurité du complexe ne tarderont pas à tirer parti. Le gameplay devient alors 100% infiltration et il faudra jouer avec l'IA des gardes pour leur échapper, sachant qu'il est possible de déplacer la caméra sur une courte distance à l'aide du stick droit afin de suivre leur ronde. Mais Warp comprend aussi de très nombreuses sections orientées puzzle. La progression au sein du complexe nécessitera en effet un minimum de réflexion, que ce soit dans les portions typées usine ou tout simplement dans la manière d'aborder une pièce remplie de gardes. Le choix du bidon à l'intérieur duquel on se téléporte peut avoir son importance par exemple. Certains résistant au laser des tapis roulants, tandis que d'autres, beaucoup moins. Sachant que les puzzles conçus par les développeurs peuvent souvent être approchés de plusieurs façons. Oh no! It's here! I can't! What the? Blast it all to heck! Warp est bourré de bonnes idées. Des idées portées par un level design astucieux et une intelligence artificielle sympathique qui donne au jeu un petit côté sandbox très sympa. D'autant qu'une certaine liberté est laissée au joueur dans sa façon de progresser, que ce soit par le truchement des upgrades acquis ou les possibilités offertes par les mécaniques de jeu elles-mêmes. Graphiquement, c'est plutôt joli, le studio Trapdoor ayant acquis la licence de l'Unreal Engine. Mais les effets d'eau et d'éclairage se font au détriment de la fluidité, le jeu souffrant régulièrement de grosses baisses de framerate, comme lors des passages de checkpoint. Et puis, globalement, Warp manque de polish. Le gameplay est ainsi maladroit et on ne fait pas toujours ce que l'on veut au moment où l'on veut. La maniabilité est en cause ici, le jeu répondant avec une microseconde de retard qui agace, même si elle n'empêchera personne de finir le jeu. En revanche, ce manque de répondant du gameplay se fera cruellement sentir lors des niveaux challenge. Et puis, l'idée de devoir agiter le stick gauche pour faire imploser un garde ou un objet est le prototype même de la fausse bonne idée. Dès la 5e explosion, on fouille les options pour voir si l'on ne peut pas affecter l'implosion à un bouton. Mais non, on ne peut pas, il faudra se résoudre à secouer le stick gauche de sa manette pendant tout le jeu. Dernier reproche, ce titre EA, curieusement, n'a pas été traduit en français. Pourtant, malgré tous ses défauts, Warp possède ce petit truc commun aux jeux originaux, qui nous pousse à aller toujours plus loin. I'm glad I get to kill you myself. Alors Warp, c'est moi qui me suis occupé de la critique, c'est vrai que c'est ce que je dis un petit peu, le concept est super fun, c'est juste la maniabilité qui est par moments agaçante. On sent qu'ils ont fait des efforts sur les graphismes du jeu, donc ils ont utilisé le moteur Unreal, l'Unreal Engine, qui est vachement bien, donc on a des effets de lumière super top, les reflets dans l'eau, etc., etc. Mais au final, tout ça c'est un peu mou en termes de réactivité, et le perso fait pas toujours exactement ce qu'on veut au moment où on le souhaite, et donc du coup c'est ce
petit quart, cette microseconde qui est d'absence de réactivité fait qu'on meurt genre de façon un peu débile, alors que le jeu nécessite une grande précision, et en particulier dans les petits niveaux challenge qui sont conçus justement pour faire du scoring et pour exécuter une mission genre dans un temps record, et c'est loin d'être évident. Et du coup, est-ce que ce petit souci, est-ce que ça génère du stress, Thierry? Un petit peu, parce que tu recommences parfois 1 milliard de fois la même mission, donc du coup, genre, ou la même partie, tu vois, du jeu, donc ça peut être un petit peu agaçant. Je vois. Qu'est-ce qu'il nous faudrait du coup pour chill the fuck down, tu vois ce que chill the fuck out. Comment il a bien préparé la transition. Moi, je sais. Moi, je pense que c'est un petit jeu multi qu'il nous faudrait, où en gros, on fasse une partie tous les deux et je t'explose. Et c'est marrant, c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Vous allez voir ça tout de suite avec les saisies. 3000 fois plus pour parler d'un jeu 3+, et c'est MotorStorm RC. Comment tu peux mentir à la jeunesse? Putain, qui c'est qui le monte? Moi, faut qu'on mette la course où j'ai un tour d'avance sur toi. T'as pas un tour. Mais putain, j'ai un tour. Non, après je t'ai pris un tour. Il continue à filmer. J'ai pris un tour. C'est pas vrai. MotorStorm RC est un titre téléchargeable pour environ 6 €. Et pour ce mini prix, vous aurez 2 versions, une jouable sur PS3 et l'autre sur PS Vita. Développé par Evolution Studio, à l'origine de la série originelle sur PS3, ce jeu met en avant la feature crossplay de la dernière portable Sony, ce qui signifie qu'une partie débutée sur PS3 pourra être poursuivie sur PS Vita et vice versa. Toutes vos médailles seront ainsi débloquées sur les 2 versions, tout comme les circuits et les véhicules qui vont avec. En revanche, il n'est pas possible de jouer online sur les 2 plateformes en même temps, ni même sur aucune des 2 d'ailleurs. En fait, le multi est limité à la PS3 et ne se joue qu'en offline, via des écrans partagés pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs. En revanche, le jeu intègre des fonctionnalités en ligne, comme des classements et la possibilité de battre les fantômes de ses amis, mais vous ne pouvez pas les affronter en live. Contrairement au tout dernier et très bon MotorStorm Apocalypse, MotorStorm RC est un jeu de course vu de dessus, à la manière de Super Sprint ou plutôt de la série 16 bits Skid Marks, puisque les circuits fermés ne se limitent pas à un écran fixe pour se dévoiler via un scrolling. Ces circuits reprennent d'ailleurs 4 environnements emblématiques de la série PS3, Monument Valley, Pacific Rift, Arctic Edge et Apocalypse. Les véhicules sont également issus de la série, mais en version radiocommandée, miniature donc. Très nombreux, ils se scindent en 8 catégories distinctes: Buggy, Super Mini, Rally Cars, Muscle Cars, Racing Trucks, Super Cars, Big Rigs et Monster Trucks. Le jeu débute par un tutoriel très malin où vous pourrez prendre en main le gameplay en testant 2 systèmes de contrôle. On notera que la maniabilité PS Vita est différente de celle utilisée sur PS3 puisque les 2 sticks sont mis à contribution afin de reproduire le feeling des voitures radiocommandées. Le stick gauche gère ainsi la direction et le droit la vitesse, sachant que sur PS3 on accélère de base via l'une des gâchettes. Quel que soit le système de contrôle choisi, le gameplay est très agréable, d'autant que les sensations offertes varient nettement en fonction du véhicule sélectionné. Plusieurs types de courses sont proposées, courses normales contre des adversaires humains en split screen sur PS3 ou des IA, dérapages ou meilleur tour. Sachant qu'un mode solo nécessite également de dépasser un nombre précis de voitures. Chaque épreuve se débloque une fois le nombre requis de médailles atteint, le jeu étant construit de manière à switcher sans cesse d'un environnement à un autre. Plutôt complet pour son petit prix, MotorStorm RC intègre également un système de lignes colorées correspondant au Ghost, celui de votre meilleur temps bien sûr, mais aussi ceux de vos adversaires, que ce soit vos amis ou l'IA. Pour conclure, on insistera sur le fait que ce jeu démontre une nouvelle fois la maîtrise technique du studio Evolution en proposant une animation irréprochable, des graphismes très fins et surtout des temps de chargement éclairs. Le passage d'un circuit à un autre, même si ceux-ci se situent dans 2 environnements différents, s'effectue ainsi en un souffle, ce qui laissera pantois plus d'un joueur. Un très bon titre. MotorStorm, vachement sympa. On l'a essayé donc sur PS3 et sur PS Vita. Donc avec une nouvelle fois, on a la possibilité de partager un compte PSN, donc sur les 2 machines. C'est-à-dire qu'en gros, on joue sur PS3, on reprend sa partie ensuite sur PS Vita, et l'inverse, etc. Et ça se fait de manière complètement transparente. Et donc moi, j'avais commencé sur PS3, j'ai débloqué plein de médailles. J'installe le jeu ensuite sur la PS Vita, et paf, toutes mes médailles sont déjà là, etc. Parce que j'avais lié les 2 comptes. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et en fait, MotorStorm RC, est-ce qu'aurait dû être Wipeout? Tout simplement parce que techniquement, c'est bon, le jeu est pas genre, super beau, etc. Mais il est très joli et surtout méga fluide avec des temps de chargement. Là, c'est le truc qui agace sur Wipeout, c'est des temps de chargement monstrueux, quasiment 50 secondes pour lancer un putain de circuit. Donc on a 50 secondes, quoi, c'est inadmissible. Et là, c'est tac, en un éclair. On passe, on change d'environnement, on change de type de course, etc. Et vraiment, c'est en un éclair comme ça.
Et ça fait plaisir. Tu dis, bah voilà, des mecs qui bossent un petit peu, genre leur code, quoi. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà. C'est bien. Non, mais t'en avais gros, gros. Et puis maintenant, on va revoir, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Tout le monde peut-être ne connaît pas Syndicate, donc Julien Pirou nous avait fait un petit Retro and Magic sur la série en 2008 je crois, donc on va rediffuser le Retro and Magic et juste après on va voir la critique du tout dernier, comme ça vous serez vraiment bien dans l'ambiance et puis nous aussi. Rares sont les jeux où le joueur est invité à incarner un méchant, un mauvais, une ordure de la pire espèce. Si deux jeux, GTA et Dungeon Keeper, sont considérés comme pionniers en la matière, Bullfrog, développeur de Dungeon Keeper, n'en était pourtant pas à son coup d'essai. Déjà, au début des années 90, il proposait de se glisser dans la peau d'une corporation futuriste à l'éthique plus que douteuse. Dans un futur dystopien pas si lointain, les syndicats de tentaculaires conglomérats industriels se livrent un combat sans merci pour la domination économique mondiale. Le joueur doit créer son propre syndicat puis diriger les actions de ses commandos de cyborgs surarmés. Ceux-ci sont envoyés aux quatre coins du monde pour assassiner, kidnapper, saboter et détruire, avec bien entendu comme objectif final d'éliminer purement et simplement la concurrence. Syndicate se présente comme un jeu de stratégie en temps réel dans lequel on dirige une équipe de 4 agents. Entre chaque mission, on dépense l'argent récolté pour faire évoluer les armes et équipements de ses poulains afin de faire face à une opposition toujours plus vindicative. Toutes les missions de Syndicate prennent place dans un environnement urbain, rempli de civils, de véhicules et de forces de l'ordre qui voient dans l'ensemble vos actions d'un assez mauvais œil. Heureusement, le joueur a à sa disposition un appareil appelé Persuadotron, qui permet d'implanter une puce électronique dans la nuque d'un personnage pour en faire un esclave docile et de la chair à canon bon marché. N'est-ce pas délicieusement immoral? Un add-on pour Syndicate vit également le jour en 1994, baptisé American Revolt. Il propose de nouvelles missions à la difficulté élevée. Passé étonnamment inaperçu, la suite de Syndicate porte le nom de Syndicate Wars. La guerre corporatiste s'est terminée avec l'émergence d'un méga syndicat baptisé Eurocorp, qui règne sur le monde grâce à ses puces corticales qui maintiennent la population dans l'illusion d'une vie idyllique. Viens, sacrifions au cataclysme. Lorsqu'un virus informatique se met à provoquer le dysfonctionnement des puces, le réveil brutal à la réalité pousse de nombreux citoyens à prendre les armes pour se révolter contre la dictature d'Eurocorp. Dans le même temps, une secte nommée l'Église de l'Ère Nouvelle gagne rapidement en influence et entend bien disputer à Eurocorp la domination du monde. Syndicate Wars utilise une version modifiée du moteur 3D de Magic Carpet, qui sera réutilisé dans Dungeon Keeper. Les niveaux sont donc tout en 3D et proposent des paysages urbains riches et complexes, certaines cartes étant tout bonnement gigantesques. On retrouve toute la richesse du gameplay de l'original ainsi qu'une multitude de petits trucs et astuces, comme la possibilité de voler à une ambulance pour accéder à des endroits cachés ou de plastiquer une banque pour se remplir les poches. En effet, quasiment tout dans Syndicate Wars est destructible, des véhicules aux lampadaires en passant par les buildings eux-mêmes. Petit détail amusant, le jeu était sorti en partenariat avec l'éditeur américain Manga Entertainment. Du coup, dans le jeu, on peut voir de grands panneaux publicitaires diffusant la bande-annonce de Ghost in the Shell, le film de Hoshii Mamoru. Syndicate Wars propose 2 campagnes, du côté d'Eurocorp et du côté de l'Église de l'Ère Nouvelle, dont les objectifs et les méthodes ne valent pas mieux que ceux du syndicat. Le scénario du jeu culminait par un final épique et apocalyptique qui laissait de nombreuses questions en suspens. Une 3e campagne était prévue, mettant en scène les dévoyés et ces citoyens rebelles néo-anarchistes, mais elle fut abandonnée. On peut toutefois accéder à quelques niveaux de cette campagne fantôme en farfouillant dans les fichiers du jeu. Peut-être Bullfrog avait-il pour projet de la recycler pour un add-on.
Mais à cause de l'échec commercial du titre, aucune suite ne vit le jour. La guerre des syndicats s'est donc achevée sur cette note amère. Pour l'instant. Ça évoque de bons souvenirs tout ça. Hein. C'est clair. Et du coup, on en profite encore une fois pour remercier Serpirou. L'excellence à chaque instant quand il parle de jeux vidéo de l'époque. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est d'ailleurs lui qui s'est occupé de la critique du tout dernier. Donc comme ça, il y a vraiment une logique. Et c'est vrai que c'est le souci avec ce type de jeu, c'est qu'ils se confrontent, pour les gens qui ont connu là, évidemment les épisodes originaux, se confrontent à l'effet de nostalgie. C'est-à-dire on a des souvenirs qui sont pas toujours super précis, puisqu'au bout d'un moment on fantasme un petit peu, on enjolive les choses dans notre esprit avec le temps qui passe. Et donc là avec ce Retro Magic, on a pu un petit peu remettre les choses, genre paf, tout le monde voit un petit peu à quoi ça ressemblait au début, et maintenant on va voir à quoi ça ressemble maintenant, et si ça fonctionne, sachant que maintenant c'est quand même un FPS. Donc ça peut potentiellement pas marcher, on va voir si Julien lui il a accroché ou pas. Parce qu'il kiffait quand même les épisodes originaux, mais un truc de ouf. Ship systems, Dart 6.1, initializing. Okay, it's time to wake up. Créé en 93 par Sean Cooper, un jeune programmeur du studio britannique Bullfrog, Syndicate fait partie des classiques du jeu vidéo. Dans un futur cyberpunk joyeusement amoral, on dirigeait une escouade de 4 agents cybernétisés devant réaliser diverses missions aux 4 coins du monde pour le compte de la méga-corporation Eurocorp. Le jeu était caractérisé par sa noirceur et sa violence, qui firent grincer quelques dents à l'époque. Les missions proposées étaient des assassinats, enlèvements et autres annihilations des syndicats ennemis. Grâce au Persuadotron, il était possible de hacker les honnêtes citoyens et de les transformer en chair à canon dociles. C'était quand même sacrément fun. Une suite très réussie, Syndicate Wars, vit le jour en 96. Malheureusement, le succès fut timide et malgré quelques tentatives avortées de produire un nouvel épisode au fil des années, la série ne connut pas d'autre suite. Les rumeurs d'un nouveau Syndicate en développement chez Starbreeze commencèrent à faire leur apparition dès le début de l'année 2009. Évidemment, le studio norvégien s'étant fait connaître pour ses FPS comme les jeux Riddick ou le premier The Darkness, il était fortement soupçonné que ce nouveau Syndicate serait lui-même un jeu de tir à la première personne. Ce qui aurait dû être le retour en fanfare d'une légende est donc devenu sujet à polémique. Mais nous ne souhaitons pas critiquer ici ce que Syndicate Cru 2012 aurait pu ou dû être, mais bien ce qu'il est. Donc oui, ce n'est plus le même gameplay qu'il y a 15 ans, mais non, ça n'en fait pas forcément un mauvais jeu, comme nous allons le voir. Petite note qui a son importance, cette critique a été réalisée à partir de la version PC. Tell you what, Kilo. How about I give you something instead? Syndicate se déroule en 2069 et propose une relecture de la trame du jeu original. On y retrouve l'univers propre à la série, avec ces méga-corporations se livrant une guerre sans merci par agents cyborgs interposés, au nez et à la barbe de citoyens lobotomisés par leur puce corticale. Dans la campagne solo du jeu, on incarne Miles Kilo, un agent au service de la branche new-yorkaise d'Eurocorp. Une paix relative existe entre les syndicats, mais on se doute bien que ça ne va pas durer. Kilo se retrouve au cœur du conflit opposant Eurocorp à des corporations rivales, incluant le syndicat japonais Aspari et le conglomérat sud-américain Cayman Global. Malheureusement, le scénario du mode solo est archi prévisible, et on sera en mesure de prédire tous les rebondissements au bout de 10 minutes montre en main, ce qui est quand même bien dommage. So, Kilo, you just keep surprising us. On n'attendait pas forcément une histoire aux accents philosophico-métaphysiques un brin prétentieux façon Deus Ex, mais on était en droit d'espérer mieux côté scénario. Surtout que Starbreeze s'était adjoint les services du romancier britannique Richard Morgan, spécialiste du cyberpunk amoral et testostéroné, avec des romans tels que Carbone modifié ou Blackman. On notera toutefois la participation de stars hollywoodiennes comme Rosario Dawson et Brian Cox, qui prêtent leurs traits et leur voix à certains personnages clés du jeu. Ready for assignment? He did well, but I'm still tweaking it. Le mode solo, qui se boucle en à peine 5 heures sans se presser, ne sert de toute façon que de prologue au mode multijoueur en coop, le vrai cœur du jeu. En solo, on vivra le début des hostilités, et en coop, on se retrouvera en pleine guerre des syndicats. Ce sera d'ailleurs l'occasion de revivre à la première personne certaines des missions emblématiques du premier Syndicate. On l'a déjà dit, ce nouveau Syndicate est un first-person shooter.
On avance dans les niveaux, on affronte des vagues d'ennemis à l'IA plutôt agressive et on accomplit au passage divers objectifs. Comme dans la plupart des FPS modernes, et d'ailleurs comme dans les premiers Syndicate, notre agent ne pourra transporter que 2 armes. Le jeu inclut également une neutralisation au corps à corps redoutablement efficace, puisqu'elle permet d'éliminer un ennemi en un coup. La perception du corps de notre anti-héros est d'ailleurs très bien rendue, comme on pouvait s'y attendre de la part des développeurs de Riddick. Tout le sel du jeu vient de la possibilité de hacker les ennemis dotés d'une puce. Cette fonction sera d'ailleurs essentielle pour triompher des adversaires les plus coriaces, qu'il s'agisse de désactiver le champ de force protégeant un drone ou de solidifier l'armure liquide d'un sergent corpo. Le joueur aura également accès à 3 formes de hacking avancées, qui forment l'équivalent du persuadotron du jeu original. Le suicide pousse un ennemi à se faire sauter avec sa propre grenade. Le contre-feu fait exploser son arme. Et la persuasion lui fera rejoindre votre camp et ouvrir le feu contre ses petits camarades. Lorsque l'on utilisera ces fonctions avancées, il faudra toutefois attendre qu'elles se rechargent pour pouvoir les utiliser à nouveau. La puce du protagoniste étant alimentée par l'adrénaline, elle se rechargera en tuant toujours plus d'ennemis. Dernière possibilité offerte par la puce, le mode réalité augmentée permet de ralentir le temps et de faire apparaître la signature thermographique des ennemis. Encore une fois, cette capacité est limitée dans le temps et l'utiliser au bon moment sera crucial pour espérer survivre. Tout au long du mode solo, Kilo pourra obtenir des upgrades de puces qui permettent d'acheter de nouvelles compétences, rendant l'agent d'Eurocorp plus rapide, plus résistant et plus meurtrier. Ces upgrades de puces sont obtenus le plus souvent en extrayant la puce d'un agent ennemi fraîchement oxy. Les agents ennemis, justement, font office de boss ponctuant la campagne solo. Malheureusement, comme dans Deus Ex Human Revolution, ces affrontements sont lassants, mal fichus et cassent le rythme du jeu. Dernière spécificité du mode solo, son aspect collectionnite, puisque le joueur pourra s'amuser à rechercher tous les profils de personnages et tous les messages de propagande subliminaux qui n'apparaissent qu'en réalité augmentée. En mode coop, les règles sont un peu différentes, et c'est là que les fans pourront vraiment goûter l'ADN de Syndicate. Les vieux briscards retrouveront vite leur marque, on crée son syndicat, puis on choisit une mission sur la carte du monde. Chaque mission possède ses objectifs propres et un petit briefing comme au bon vieux temps. En accomplissant ces missions, on gagne des points de recherche et d'amélioration qui permettent de rechercher de nouvelles armes et de nouvelles capacités pour les agents. L'arbre d'upgrade est bien plus touffu en mode multijoueur. Et même si l'on regrettera de ne pas pouvoir utiliser les applications suicides et persuasion, on aura accès à d'autres pouvoirs renforçant le teamplay en permettant par exemple de soigner un allié ou de générer un bouclier. Car comme son nom l'indique, en mode coop, on jouera en coopération avec 3 autres joueurs. Le gameplay évoque le mode assaut d'Unreal Tournament ou des titres comme Left 4 Dead où l'on remplacerait les zombies par des soldats corpos. Les missions sont variées et possèdent un léger degré de scénarisation et de mise en scène, rendant le tout plus immersif. On regrettera juste que ces missions ne soient pas plus nombreuses et dénuées de civils à persuader dans la joie et la bonne humeur. Syndicate est un bon FPS, doté d'un mode coop très fun. Qui plus est, le titre de Starbreeze n'a rien du viol de franchise que l'on pouvait craindre. Malgré un gameplay différent, l'essence du jeu original a été préservée. En dehors des points déjà évoqués plus tôt dans cette critique, les fans apprécieront notamment que le jeu, bien que décrit comme un reboot, incorpore de nombreux éléments du scénario des 2 épisodes fondateurs. C'est ainsi que l'on visitera une chapelle de l'église de la Nouvelle Ère, ou que l'on trouvera des emails faisant référence à la conférence C3 de Reykjavik, ou à la mort présumée d'un savant nommé Paul Visick, des événements qui forment la base du scénario de Syndicate Wars. Parmi les autres qualités du jeu, on notera une direction artistique très maîtrisée, malgré une tendance à abuser des effets d'éblouissement, et une IA coriace qui offre les gunfights les plus nerveux depuis le premier Fear. Pour profiter au maximum du gameplay nerveux du titre, il est plus que recommandé d'y jouer sur PC et en désactivant la visée automatique. On évitera également la version Xbox 360 qui souffre de nombreux bugs. Pour conclure, Syndicate se révèle être un sympathique retour dans l'univers cyberpunk créé par Sean Cooper. Très bon en coop, le jeu de Starbreeze est malheureusement pénalisé par un mode solo trop court et à l'histoire ridiculement prévisible. Mais si vous aimez les fusillades frénétiques, les univers futuristes et le jeu coopératif à plusieurs, Syndicate possède de nombreuses qualités qui pourront vous séduire. Pas sûr toutefois que cela suffise pour lui assurer une place sur la scène surchargée et ultra concurrentielle des FPS. No agent support available. We are on our own. You're never going home. You know that, bitch.
Bah pas mal, au final, pas mal. Il a plutôt accroché. Donc moi personnellement, je l'ai pas essayé plus que ça, donc je vais pas me prononcer, mais à mon avis, je vais l'essayer quand même un petit peu parce que la critique m'a donné envie. Et donc voilà. On arrive à la fin de cette émission, une émission quand même bien complète, avec du vieux, avec du super neuf, avec du moyen neuf, etc. Et donc ben voilà, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau classé du plus, où on aura la critique de Ninja Gaiden 3. On aura également la critique de peut-être un jeu qui va fâcher I Am Alive. Celui-là, ça a été un développement genre catastrophique, mais genre un truc horrible, donc avec un changement de développeur, enfin bref, genre l'enfer. Et d'ailleurs, qui a mené à la fermeture d'un studio, le studio Darkworks, qui avait initié le projet. On aura également un Showtime, on aura un 3000 pas plus, on devrait avoir plein d'autres petites choses, on va vous laisser la surprise. Donc voilà, rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous bien. Je sais pas quoi dire, portez-vous bien. C'est bien, portez-vous bien, c'est bien, ça montre que tu fais gaffe à eux. Bien, portez-vous bien.